Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce deuxième atelier dans le cadre du lancement régional du programme Erasmus+, atelier intitulé « Comment débuter votre collaboration internationale grâce à Erasmus+. » Ce lancement a été préparé par la plateforme Projets européens d'EPE Bretagne dans le cadre du réseau des référents formation de la 2PE. Cet événement est principalement destiné à la communauté académique bretonne et a lieu avec le soutien du Réseau régional des développeurs de la mobilité et du Conseil régional de Bretagne. Un petit point pratique avant de commencer, je vous remercie de bien veiller à laisser vos micros coupés et vos caméras coupées pour libérer de la bande passante. Vous pourrez poser toutes vos questions dans l'outil Q&R que vous retrouvez au bas de votre écran. Je vois que certains s'en sont déjà saisis. Nous avons prévu un temps d'échange après les différentes formations. Je m'appelle Hélène Ranou-Boucher, je travaille pour la plateforme Projets européens de Bretagne et je suis accompagnée de mes deux collègues, Gaëlle Hamon et Anne-Sophie Refloc, également de la plateforme Projets européens de Bretagne. Nous avons le plaisir d'accueillir dans cet atelier Mathilde Bégrand, responsable du pôle enseignement supérieur à l'agence Erasmus+ France, qui va nous dire quelques mots dans quelques instants, et deux témoins, Olivier Godineau, qui est maître de conférence en agronomie à AgroCampus Ouest et coordinateur d'un partenariat stratégique intitulé CGAE. Nous accueillons également Simona Nicolescu, maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale, cher Jean Monnet sur les études spatiales européennes sur la mer et les zones côtières. Merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui. Je vais tout de suite céder la parole à Mathilde Bégrand pour qu'elle puisse nous dire quelques mots. Mathilde, à toi. Merci de cette introduction, Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, juste quelques mots d'introduction avant que vous rentriez dans le vif du sujet avec notamment les deux témoins. Alors juste pour vous dire quelques informations sur Erasmus et puis tout l'intérêt de bien débuter une collaboration internationale via Erasmus. Alors les établissements français se saisissent des actions Erasmus pour valoriser des partenariats de recherche préexistants et ainsi structurer et consolider leur réseau. Alors, les activités Erasmus, vous le savez peut-être ou pas, c'est à la fois organiser de la mobilité, ça peut être organiser des diplômes conjoints, ça peut être aussi organiser des projets de partenariat mettant en lien la formation, la recherche et le monde de l'entreprise. En fait, c'est toute une diversité d'actions. Ce n'est pas seulement la mobilité des étudiants, celle qu'on connaît bien, celle qui fonctionne bien depuis 35 ans, mais tout un panel d'activités en fait qui vous permettent notamment de trouver des partenaires, de tester son partenariat, de mettre en place ces fameuses actions de mobilité, mais aussi de coopération pour structurer des alliances plus fortes de recherche, de formation, d'innovation. Alors, ce qui est aussi intéressant, et ce sera peut-être un peu plus le sujet de l'atelier cet après-midi, mais c'est important pour vous de l'entendre dès maintenant, si vous débutez dans une collaboration, c'est que Erasmus, avec cette variété d'actions, vous permet de commencer par une, de continuer par l'autre ou inversement. Vous pouvez tout à fait imaginer de commencer avec des mobilités internationales pour ensuite vous projeter sur un partenariat de coopération Erasmus dans l'innovation pédagogique. Cette combinaison, elle est tout à fait possible entre Action Erasmus, mais elle peut être aussi possible avec d'autres financements, d'autres opportunités telles que Horizon Europe, le programme de recherche. En parallèle de ces ateliers, il y a aussi des ateliers de lancement de ces programmes de recherche. Voilà. L'objectif, c'est de vous accompagner avec ces financements européens dans vos objectifs, dans ce que vous avez envie de mettre en place au bénéfice de vos étudiants, au bénéfice de votre recherche, au bénéfice des formations que vous pilotez et au bénéfice de vos établissements. Et par ricochet, au bénéfice de l'Union européenne, puisque tout ça est au service de la construction d'un espace européen de l'éducation. Alors, pour bien débuter dans Erasmus+, j'ai aussi vous conseiller de bien écouter cette session aujourd'hui, mais aussi je vous invite à regarder le replay d'un atelier qui s'appelle « S'informer pour bien débuter avec Erasmus+, 2021-2027 » que mes collègues ont mené lors de notre dernière conférence annuelle au mois de janvier dernier. Donc, vous retrouvez ce replay et puis les PowerPoint associés sur le site de l'agence Erasmus+. Et puis, pour voir les conseils qu'on vous donne et puis les ressources qui sont à votre disposition pour construire un projet Erasmus, pour faire une bonne demande de financement, une bonne candidature Erasmus. Alors, les principaux conseils sont s'informer, comme vous le faites aujourd'hui en participant à cet atelier, mais vous pouvez aussi consulter le site de l'agence Erasmus+,
visionner les différentes vidéos de présentation du programme et des dispositifs, des différentes actions Erasmus sur la chaîne de YouTube de l'agence. Vous inscrire à l'infolettre de l'agence pour suivre nos actualités, alors les dates de parution des appels à candidature, mais aussi tout un tas d'exemples de projets pour vous donner, pour vous inspirer. Donc pour vous inspirer, sachez aussi que sur le site de l'agence, vous avez une médiathèque avec un recueil de projets, coopération internationale dans l'enseignement supérieur. Donc dans médiathèque, vous cochez enseignement supérieur et ça vous donne accès à tout un ensemble d'exemples de projets pour vous montrer ce qui est possible dans Erasmus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mobilité est possible, mais vous pouvez aussi aller plus loin en termes de coopération pédagogique. Voilà. Le deuxième conseil, c'est bien entendu de bien définir son projet. C'est ce que va vous dire les différents témoins par la suite. Il y a plusieurs questions à vous poser pour être sûr de choisir la bonne action Erasmus. Alors, qui pilote le projet? Quelle structure le dépose? Qui participe aux activités? Les enseignants, les étudiants, mes partenaires? Qui va bénéficier du projet? Pourquoi faire? Il est toujours important de faire un état des lieux, un état des besoins. Et quelles activités? De la mobilité, de l'observation de bonnes pratiques, l'échange de pratiques, l'édition de livrables, de nouvelles pédagogies. Voilà, tout un tas de questions à bien se poser pour définir son projet. Et puis aussi, dans quelle priorité de l'Union européenne mon projet s'inscrit? À quoi je vais contribuer avec ce projet pour la construction de cet espace européen de l'éducation? Et puis, ensuite, il vous faudra candidater. Et donc, vous pouvez candidater. Donc, une nouvelle plateforme dédiée à la gestion et à la candidature des projets ouvrira en 2021. Elle sera intitulée Mon projet Erasmus+. Pour ceux qui connaissaient, ça remplace Pénélope+. Mais voilà, donc il y aura une fiche par action pour vous aider à nouveau avec des conseils, puis vous aider à candidater correctement. Donc voilà, quelques conseils que je souhaitais vous dire en introduction, quelques données en introduction. Et vous souhaitez la bienvenue dans Erasmus. Voilà, si vous êtes présent à cet atelier, c'est que ça vous intéresse. Donc on espère qu'avec la plateforme de PE, vous pourrez aller plus loin dans Erasmus et ainsi que les témoignages qui suivent. Donc merci à tous et bon atelier. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, dans cet atelier, effectivement, nous allons voir les outils qui permettent de débuter dans les projets européens Erasmus. Voilà. Mais nous allons d'abord nous arrêter quelques instants sur le programme Erasmus+, lui-même, et on vous donnera après des conseils pour aborder les projets Erasmus+, à l'aide de deux types de projets qui nous semblent peut-être plus accessibles, plus abordables que les autres. On parlera en particulier donc des partenariats de coopération et des activités Jean Monnet. Et puis après, on verra les soutiens mobilisables en Bretagne pour déposer un projet européen. Alors, quelques mots sur le programme Erasmus+. Ce programme Erasmus+, Mathilde l'a rappelé, il vise à permettre la mise en place à l'horizon 2025 d'un espace européen de l'éducation. Erasmus+, c'est le programme cadre de l'Union européenne pour l'éducation à la formation. Ce programme cadre, il va durer 7 ans, de 2021 à 2027. Vous le voyez à l'écran, il a des priorités stratégiques et 3 nouvelles priorités stratégiques ont été mises en lumière. C'est un programme qui se veut plus inclusif et innovant. Il va contribuer aussi à renforcer l'Union européenne en favorisant sa transition numérique et sa transition écologique. Cette double transition, comme on l'appelle souvent, doit permettre de réorienter le modèle économique de l'Union européenne. Erasmus+, c'est aussi un moyen de renforcer la vie démocratique, la citoyenneté européenne. Vous retrouverez souvent dans les appels cette notion de citoyenneté, d'identité européenne. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc, tous les appels, tout ce qui se fait, qui vont être financés sur la période 2021-2027, doivent prendre en compte ces objectifs majeurs, ces priorités. Erasmus, c'est l'instrument pour accélérer les transitions, pour permettre une approche plus inclusive et pour renforcer l'identité européenne. On le verra plus particulièrement cet après-midi. On ne va pas rentrer là forcément dans tous les détails, mais on verra que quand on fait des projets européens Erasmus,
Il faut aussi tenir compte des priorités pour l'enseignement supérieur. Toutes ces priorités, vous les retrouvez dans un guide, le guide Erasmus+. Malheureusement, pour cette année, il a pris un petit peu de retard, donc le guide Erasmus+ n'est pas encore à notre disposition. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas forcément vous répondre sur tous les aspects techniques des appels à projets, tout simplement parce que nous attendons, nous aussi, l'apparition de ce guide Erasmus+. Donc, quand il sera paru, premier conseil, il sera important, Mathilde l'a également rappelé, de bien le lire et effectivement d'aller voir sur le site de l'agence toutes les informations, tous les documents qui sont mis à votre disposition. Mathilde a raison, la présentation d'aujourd'hui est totalement complémentaire de la présentation qui a été faite en janvier 2021 par l'agence. Deuxième grand conseil, pour déposer un projet Erasmus, il faut avoir en tête, bien évidemment, l'architecture du nouveau programme. Vous le voyez, dans le programme Erasmus+, on a 3 actions clés. L'action clé 1 permet de partir, de se former, d'enseigner, d'observer des pratiques à l'Europe et à l'international. L'action clé 2 permet de travailler avec des partenaires pour déposer un projet de partenariat, de coopération. Et on peut aussi déposer un projet qui va soutenir la réforme des politiques publiques dans l'action clé 3. Au bas, vous voyez, un peu comme en transversal, et c'est un programme transversal, on appelle ça les activités Jean Monnet. 3 petites remarques complémentaires. Quand on fait un projet de partenariat dans Erasmus+, il faut au moins 3 institutions de 3 pays programmes différents. Ça peut aller bien au-delà, Gaëlle, vous en parlez tout à l'heure, mais c'est un minimum. Le budget d'Erasmus+, c'est un budget de 26 milliards, donc plus 80%, tout secteur confondu pour la période à venir. Une remarque importante, quand on fait un projet Erasmus+, on doit tenir compte du fait que c'est presque toujours un projet qui doit être cofinancé. Donc ça, c'est aussi à avoir en mémoire. Enfin, vous voyez, Erasmus+ a de grands objectifs, donc la création de cet espace européen de l'éducation pour 2025 et des mobilités pour 10 millions de personnes entre 2021 et 2027. Si on va un peu plus loin dans l'architecture d'Erasmus+, on voit que les outils sont assez nombreux. Donc, on va essayer de vous expliquer aujourd'hui comment s'y retrouver, comment passer au projet Erasmus+, à proprement parler. La première chose que l'on peut faire, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un préalable nécessaire avant de faire des projets Erasmus+, mais ça peut être quelque chose d'intéressant, c'est de partir en mobilité. Il y a déjà eu la semaine dernière, dans le cadre de ce lancement régional Erasmus+, un atelier sur les différents types de mobilité. Si vous n'avez pas pu y assister, sachez qu'il sera bientôt mis en ligne sur YouTube. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les aspects techniques. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que ces mobilités, vous le voyez, elles sont accessibles au personnel et aux enseignants. Donc, vous pouvez aller vous former, enseigner, faire des stages d'information dans un établissement étranger. Vous ne pouvez pas, si vous êtes enseignant, utiliser les mobilités Erasmus+ pour faire de la recherche à proprement parler. Mais néanmoins, quand vous êtes à l'étranger, en train de faire par exemple une mission d'enseignement, vous pouvez avoir des discussions avec vos collègues et cela peut vous apporter des perspectives en matière de collaboration plus prononcée. Et donc, à partir de là, vous pouvez penser à faire un projet avec des partenaires dans le cadre de l'action clé 2, par exemple. Nous voulions également souligner que le programme Erasmus+ 2021-2027 propose des instruments renouvelés. On a identifié en particulier les programmes intensifs hybrides, qui sont des formations intégrant des activités virtuelles et des mobilités physiques, regroupant au moins 3 établissements issus de 3 pays programmes. Une petite aparté, on entend par pays programme les pays membres de l'Union européenne et puis un certain nombre de pays comme la Norvège, le Liechtenstein par exemple, qui abondent aussi au budget d'Erasmus+. Donc, vous pouvez déjà, dans le cadre de l'action clé 1, tenter cette petite collaboration pour mettre en place des actions innovantes au plan pédagogique.
Et puis, il y a aussi une nouveauté, entre guillemets, parce que c'était déjà connu dans le précédent programme, mais là, ça a été manifestement simplifié. Les doctorants peuvent aussi partir en mobilité. Par exemple, un de vos doctorants peut partir en mobilité, indépendamment de son statut maintenant au sein de leur université. Et donc, ce doctorant, en revenant auprès de vous, il peut aussi vous rapporter des collaborations. Enfin, pour ceux qui ne peuvent pas partir, sachez aussi que vous pouvez commencer à réfléchir à votre projet Erasmus+, tout simplement en vous tenant informé, en exploitant les opportunités offertes directement dans vos établissements. Dans tous les établissements maintenant, il y a des staff week qui sont organisés. Donc, il y a des collègues étrangers qui viennent et donc vous pouvez rencontrer des collègues étrangers directement dans vos établissements. Et puis, pour les personnes qui appartiennent à une université qui est membre d'une université européenne, vous pouvez aussi bénéficier d'un certain nombre d'appels internes que ces universités européennes diffusent. Je rappelle que c'est une alliance de partenaires qui a pour but de mettre en place une stratégie pour permettre des cursus dispensés conjointement sur un campus interuniversitaire pour les étudiants et qui implique beaucoup aussi, évidemment, les enseignants-chercheurs. Donc, dans ces universités européennes, il y a des calls internes qui sont faits pour l'internationalisation des cours, pour des mobilités virtuelles. Et les universités européennes, elles ont en général une newsletter qui vous permet aussi de vous tenir informé. Donc, soit vous partez en mobilité physique ou en mobilité virtuelle via Erasmus, soit vous bénéficiez déjà aussi des projets Erasmus que votre établissement a en cours. Nous allons donc nous intéresser à deux types de projets en particulier. Vous voyez ici à l'écran que nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle les partenariats de coopération dans un premier temps, et c'est Gaëlle qui va vous les présenter. Et puis nous nous intéresserons ensuite aux activités Jean Monnet. Gaëlle. Oui, bonjour à tous. Et donc, merci de vous être connectés, de participer à cet atelier. Donc, effectivement, moi, je vais plus être sur vous présenter les partenariats de coopération. Vas-y. Ah, vas-y, Gaëlle, si tu veux. Ouais, c'est passé? C'est passé à la Voilà. Voilà, super. C'est un peu le laps de temps. Merci. Donc, concernant les objectifs des partenariats de coopération, donc ce sont des projets qui ont pour objectif de soutenir le développement, le transfert ainsi que la mise en œuvre de pratiques innovantes à des niveaux organisationnels locaux, régionaux, nationaux ou européens. Dans l'objectif d'encourager des initiatives conjointes avec pour objectif de promouvoir la coopération, l'apprentissage par les pairs ainsi que l'échange d'expériences à l'échelle européenne. Ce qu'on a déjà explicité, mais ce qu'il faut vraiment avoir aussi en tête, c'est que un partenariat de coopération, un projet de partenariat de coopération doit aussi avoir ses objectifs qui doivent corréler ou rentrer en ligne de mire avec les priorités européennes, donc qui seront détaillées, notamment pour l'enseignement supérieur, qui seront détaillées dans le guide Erasmus. Donc ça, c'est vraiment un point important qu'il faut avoir en tête lorsqu'on construit son projet de partenariat de coopération. En ce qui concerne un peu la masse critique ou à quoi correspond, donc en termes de consortium, effectivement, le strict minimum, c'est trois partenaires issus de 3 pays membres du programme. Après, dans les faits, en ce qui concerne la période de programmation précédente 2014-2020, les partenariats de coopération, en moyenne, étaient composés d'un consortium de taille de 6 à 8 partenaires environ. Ce qui est vraiment aussi important dans un partenariat de coopération, c'est aussi de montrer effectivement la plus-value de collaborer sur ce projet-là ou sur ce sujet-là au niveau européen et en maximisant la diversité et la complémentarité des acteurs. En ce qui concerne la durée d'un partenariat de coopération, c'est une durée de 2 à 3 ans avec un budget de 150 000 € par an. Donc, pour un projet de 3 ans, c'est environ 450 000 €. Donc ça, ce sont des informations qui restent à confirmer en fonction des informations qui seront disponibles dans le guide. Ce
qu'il faut avoir à l'esprit en ce qui concerne le budget, c'est que c'est en fait des projets qui sont calculés sur une base forfaitaire. Donc, en fait, le budget va aussi être calculé en fonction des actions que vous allez mener dans votre projet. Voilà. Je peux passer à la slide suivante. En ce qui concerne la méthode, donc en fait, les partenariats de coopération se basent sur une méthode dite de recherche-action, donc qui est une méthode de recherche sociale qui met l'accent sur une meilleure compréhension du problème, mais essaie aussi de contribuer à la résolution du problème social étudié. Et ce qui est vraiment très important dans les partenariats de coopération, aussi en ligne avec ce que j'ai dit précédemment sur le fait de rentrer dans des priorités européennes ou définies au niveau européen, c'est en fait c'est vraiment un prérequis qui est vraiment fondamental, c'est qu'en fait votre projet de partenariat stratégique, de partenariat de coopération, pardon, excusez-moi, c'est le passage d'une programmation à l'autre qui est un peu compliqué, c'est qu'il doit vraiment être fondé sur une analyse effective de besoins, c'est-à-dire que en amont de la soumission de votre projet, vous devez pouvoir effectivement déterminer pourquoi vous avez besoin de mettre en œuvre ce projet, qu'est-ce qui vous amène finalement à soumettre ce projet à l'Europe. C'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. Et voilà, il faut vraiment, en fait, ça ne doit pas être une des analyses du projet où le projet ne doit pas avoir comme, disons, comme tâche première préliminaire dans le cadre du projet d'analyser les besoins. Ça doit vraiment être fait en amont de la soumission du projet. En ce qui concerne donc les partenariats de coopération peuvent avoir lieu dans différents secteurs avec des objectifs variés. Mais en ce qui concerne les partenariats de coopération dans le secteur de l'enseignement supérieur, le seul type qui est disponible, en fait, ce sont les partenariats de coopération visant à concevoir des productions innovantes. Donc voilà, quelque chose aussi qui est important à souligner, c'est qu'en fait, les productions innovantes que vous allez construire dans le cadre de votre projet doivent pouvoir être transférables ou interopérables. Donc, il y a vraiment cette idée de disséminer par la suite aussi les productions intellectuelles que vous aurez créées lors de votre projet de partenariat de coopération. Voilà. Donc, slide suivante, je pense que on va passer effectivement au témoignage d'Olivier Gonillot d'AgroCampus Ouest qui va nous parler de son projet de partenariat stratégique. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de partager mon écran. Hop. C'est bon, vous voyez mes diapos là? Très bien. Ok. Alors attendez, je passe en mode présentation. Voilà, c'est parti. Donc je vais vous parler d'un projet qui vient de se terminer. On est en train de rédiger le rapport final ces jours-ci là. Un projet qui s'appelle SEGE pour Serious Game for Agroecology et qui est donc un projet Erasmus+ pour le développement d'un serious game sur l'agroécologie qui a duré 3 ans, de 2017 à 2020. Donc une rapide présentation, moi je m'appelle Olivier Godineau, je suis maître de conférence en agronomie à AgroCampus Ouest et je fais des recherches sur l'impact environnemental des activités agricoles. Et pour la petite info, je suis un ancien prof de lycée agricole, donc voilà, vous étonnez pas s'il y a des liens avec les lycées agricoles dans le projet. En termes d'expérience en projet européen, on peut dire que j'étais assez débutant au montage de ce projet. J'avais participé à un projet Interreg en tant que participant et j'avais déjà une petite expérience en montage de projet, mais j'avais jamais coordonné de projet et jamais monté de projet européen. Et je présente aussi ma collègue Delphine Richard qui doit être présente aussi parmi les participants aujourd'hui et qui est donc responsable des projets de montage de projets européens à la direction des relations internationales d'AgroCampus Ouest et notamment experte sur les projets Erasmus+. Voilà pour on va dire les coordinateurs du projet. La jeunesse du projet, donc on avait identifié, donc ça fait un peu écho à ce qui vient d'être dit, hein, on avait identifié un besoin en enseignement pour l'enseignement de l'agroécologie. Il nous manquait en fait un outil qui permette aux étudiants de comprendre le fonctionnement
globale d'une exploitation agricole et faire le lien entre toutes les disciplines scientifiques qui s'agrègent un peu dans une exploitation agricole, que ce soit l'agronomie, la production animale, l'écologie, etc. Et on se disait que voilà, il nous manquait un outil qui agrège un peu tout ça. Donc on avait cette idée qui traînait un petit peu de faire un jeu vidéo de ferme, mais un jeu vidéo pédagogique, pas un jeu vidéo ludique, donc un serious game. Et parallèlement à ça, on avait aussi envie de travailler avec une chaire d'entreprise de notre école qui s'appelle la chaire Agriculture écologiquement intensive, qui regroupe des coopératives agricoles de l'ouest de la France. Et donc, on cherchait un projet qui puisse les intéresser aussi. Et quand on a parlé de cette idée de Serious Game, ils ont tout de suite répondu que ça pouvait les intéresser pour la formation de leurs conseillers agricoles de coopératives. Donc, c'est de là qu'est née cette idée de projet de Serious Game pédagogique. Donc, une fois qu'on avait l'idée, on a cherché des guichets auxquels proposer notre idée. Donc, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. Et enfin, moi, je me suis mis en contact avec la direction des relations internationales de l'école. Et Delphine m'a parlé de ces dispositifs Erasmus+, et notamment les priorités d'éducation numérique et de pédagogie innovante semblaient bien coller avec l'idée qu'on avait de faire notre Serious Game. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de tenter un projet Erasmus+. Donc, il y a eu un accompagnement très fort, j'y reviendrai, de Delphine pour le montage de ce projet. Et puis un peu de persévérance, puisqu'on a soumis 2 fois. On a soumis une première année où on n'a pas été retenu, puis une deuxième année où ça a finalement abouti à un projet Erasmus+, qui à l'époque s'appelait Strategic Partnership. Donc le projet Ségué en quelques chiffres, hein. Donc c'est un projet d'une durée de 36 mois, d'un montant total de financement de 470 000 €, dont 390 000 financés par Erasmus+, et 80 000 par la chaire Agriculture écologiquement intensive. C'est un projet qui regroupe 6 universités européennes, dont vous avez les logos en dessous, là. Donc AgroCampus Ouest qui est porteur du projet, Oniris, l'école vétérinaire de Nantes, ESA qui est une école d'agriculture privée à Angers, une école d'ingénieurs, et puis l'université de Bologne, l'université d'agriculture de Cracovie et l'université de Liège en Belgique, qui sont nos 3 partenaires européens. Donc ça regroupe 25 enseignants-chercheurs et 6 responsables administratifs au sein des 6 écoles partenaires. L'objectif du projet, c'est donc de construire un outil pour former les étudiants à l'agroécologie, à la multidisciplinarité et à l'approche systémique du fonctionnement des exploitations agricoles. Donc on est parti sur cette idée d'un serious game, donc vraiment un jeu vidéo en ligne, hein, parce que la puissance de l'outil informatique, le fait que ça calcule très rapidement beaucoup d'indicateurs nous plaisait bien. Et puis on aimait bien aussi cet essai, cette approche de l'apprentissage par essai et erreur, où on peut laisser les joueurs tester différentes options, se planter, recommencer, etc. Et bien sûr, dans les serious games, un des aspects importants, c'est évidemment l'aspect motivation des étudiants pour l'apprentissage, par le fait que il y a des petits côtés ludiques un peu plus présents dans un serious game que dans un cours classique. D'entrée de jeu, c'était des demandes d'Erasmus+, mais qui nous convenaient bien, hein. On s'est dit qu'on allait faire un outil gratuit en ligne et multilingue pour favoriser l'accessibilité du jeu à travers l'Europe. Et donc on cible avant tout les étudiants de nos universités, mais aussi les lycéens agricoles et les jeunes actifs, notamment les jeunes recrutés dans les coopératives, qui pouvaient être intéressés par ce projet. Et un des autres livrables, des autres objectifs du projet, c'était de fournir non seulement un jeu, mais aussi des supports pédagogiques pour faciliter son utilisation par les enseignants, donc des guides d'exercice et des cours en ligne.
Les impacts attendus du projet, donc c'était évidemment d'avoir un outil disponible pour pouvoir former nos étudiants à l'échelle de notre établissement, enfin de nos établissements, on va dire, hein. Donc nous, ça a déjà commencé là. On a déjà prévu, enfin on a déjà utilisé le jeu l'année dernière. On le réutilise là en mars prochain avec une promo entière. Donc les promotions d'ingénieurs d'AgroCampus, ça fait 150 étudiants par an à peu près. Donc voilà, on utilise le jeu, on va utiliser le jeu de manière régulière tous les ans avec 150 étudiants de niveau licence 3. Un intérêt aussi à titre, enfin au niveau de l'établissement, c'est que comme on était porteur du projet, bah, l'idée c'était aussi de gagner un peu en visibilité nationale et internationale sur la thématique de l'agroécologie. À l'échelle du consortium, le principal impact attendu, c'était de renforcer les liens entre nos 6 établissements. À l'échelle du projet, on voulait donc créer ce jeu et le mettre à disposition du plus grand nombre. Et puis aussi, bien sûr, bénéficier un peu des retombées en termes de reconnaissance de notre expertise collective sur l'agroécologie suite à la réalisation de ce jeu. Et puis à l'échelle européenne, alors là, bon, voilà, c'est toujours un peu délicat de quantifier les impacts, hein, mais ce qu'on espère que le jeu contribue à faire, c'est de faire un petit peu évoluer les méthodes d'enseignement et notamment la thématique de l'agroécologie au sein des universités européennes. Et puis, dans l'idéal, avoir un impact sur la formation des agriculteurs et sur l'évolution de l'agriculture à long terme, ce qui est complètement invérifiable. Alors, le montage du projet, c'est peut-être plus les aspects qui vous intéressent particulièrement. Donc, déjà, on avait bien vérifié que le programme Erasmus+, les priorités du programme Erasmus+, étaient bien en phase avec ce qu'on voulait faire et que notre projet rentrait bien dans les cases. Une fois qu'on était à peu près sûr de ça, on s'est dit que, enfin, on a rédigé un petit brouillon, on va dire, les grandes idées, les grandes lignes du projet, et puis on a contacté des partenaires potentiels grâce au réseau en fait de la direction des relations internationales de l'école, donc des partenaires avec qui on avait pour l'essentiel déjà travaillé. Ensuite, afin de concrétiser un peu les choses, on a bénéficié d'un financement régional de la région Bretagne pour, ça s'appelait concrétisation de projet à l'époque, maintenant ça doit s'appeler Boost Europe. L'idée c'était d'organiser une rencontre physique avec les partenaires potentiels. Donc le plus simple c'était de se rencontrer à Paris. Alors il se trouve que juste à côté de la gare Montparnasse, il y a un lieu qui s'appelle la Maison de la Bretagne, qui est bien pratique pour monter, pour trouver une salle de réunion facile d'accès. Donc on a loué cet endroit et puis on s'est rencontré une première fois avec tous les partenaires du projet pour une journée où on a présenté nos idées les uns et les autres, nos idées respectives, et on a co-construit le projet. Ensuite, on a rédigé le dossier. Donc là, je tiens à souligner quand même qu'il y a une grosse expertise de la direction des relations internationales et que c'est vraiment important d'avoir un peu d'expérience dans la rédaction du dossier ou de se faire aider, quoi, de bénéficier de l'appui de gens qui ont déjà monté ce genre de projet parce que c'est quand même assez lourd. Malgré ça, on a quand même eu un échec la première année où on a soumis notre dossier en 2016, mais on avait une très bonne évaluation et globalement, bon voilà, les évaluateurs nous disaient c'est un bon projet, ça mériterait de passer, resoumettez-le, ou ils le disaient pas comme ça, mais c'est ce qu'on en a conclu. Donc on a réajusté un petit peu le partenariat et amélioré un peu notre copie et puis resoumis l'année d'après en 2017 et cette année-là en 2017 on a été lauréat Erasmus+. Donc quelques points forts et points faibles du projet. Donc un des points forts importants c'est qu'on a un partenariat solide. On connaissait déjà les universités avec qui on allait travailler, on était en confiance, on savait qu'on avait déjà eu des projets européens avec eux.
On savait que notre projet avait un côté innovant qui allait pouvoir plaire et que ça rentrait bien dans les clous d'Erasmus+, donc on était serein de ce côté-là. Et puis on s'est efforcé à vraiment structurer au maximum le projet dès la soumission pour que tout soit le plus clair possible pour tous les partenaires. On a fait un diagramme de Gantt avec vraiment le déroulement de toutes les tâches du projet phasées dans le temps, et puis quel individu allait travailler sur quelle tâche du projet. Donc on avait fait un planning personnalisé pour chaque personne qui savait quand il devait travailler sur quoi dès la soumission. Donc c'est assez fastidieux à faire, mais ça nous a vraiment ensuite été très utile tout au long du projet. Les points faibles du projet, on avait un petit peu peur que ça passe, enfin que ça plaise pas trop, parce que déjà on était sur un projet où il y avait assez peu de mobilité, notamment assez peu de mobilité étudiante. Le gros du financement était utilisé en fait pour construire le jeu. Et c'était quelque chose qui était, voilà, on n'était pas complètement dans les clous d'Erasmus+ de ce côté-là, donc on se demandait si ça allait quand même marcher. Bon, il y avait quand même beaucoup de mobilité d'enseignants-chercheurs entre universités pour des réunions de travail, mais on a fait déplacer qu'une cinquantaine d'étudiants sur les 3 années du projet, ce qui est assez atypique, on va dire, pour un projet Erasmus+. Et puis, un point faible au long du projet, c'est qu'on a eu quelques partenaires qui se sont un peu moins investis que prévu dans le projet, qu'il a fallu un peu remplacer au pied levé au cours du projet. Alors, quelques conseils qu'on a réfléchi un petit peu avec Delphine pour essayer de vous aider. Le premier conseil, c'est de faire appel à des personnes expérimentées pour la rédaction ou la relecture du projet, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement évidentes à rédiger pour un premier projet, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faciles à faire, et bon, Delphine savait qui mobiliser et comment se faire accompagner pour avoir des avis et une bonne relecture du projet, ce qui nous a quand même bien aidé. Il faut prendre le temps, c'est quand même assez long en termes de montage de projet. Nous, ça nous a pris vraiment plusieurs mois, quoi. Je pense qu'en temps total cumulé, je dois être à peut-être 10 jours ou entre 10 et 15 jours temps plein, et Delphine facilement autant, voire plus. Donc vous voyez que ça représente à deux au moins 20 jours de temps de travail temps plein, donc un mois à temps plein, étalé sur plusieurs mois pour laisser maturer le projet, faire des allers-retours avec les partenaires, etc. Donc ça fait du temps. Il faut bien discuter avec les partenaires, bien se mettre d'accord de façon détaillée sur qui fait quoi, combien de personnes vont s'engager dans le projet, qu'est-ce qu'elles vont faire précisément dans le projet, etc. Une fois que le projet est soumis, on peut toujours se référer au document, à ce document-là. Ça permet d'avoir des choses claires dès le départ et de ne pas avoir des mauvaises surprises en cours de projet. Et puis une petite astuce que nous, on a trouvé bien pratique, on avait décidé de mettre en place une ligne budgétaire mutualisée. Donc on ponctionnait en fait le budget de fonctionnement de chaque partenaire. On avait pris de mémoire 10%, je crois que c'est ça, 10% de chaque ligne budgétaire de chaque partenaire sur les frais de fonctionnement pour régler des frais collectifs. Ça évite des discussions sans fin ensuite dans les comités de pilotage pour savoir qui va payer ça et pourquoi machin paye plus et pourquoi machin paye moins. Donc voilà, on a fait un petit budget mutualisé qui a été bien pratique et qui nous a simplifié un petit peu la gestion de certains frais collectifs, des frais de traduction par exemple, ou des frais d'organisation des comités de pilotage qui ont été prélevés là-dessus. Et puis, les choses à pas faire, il ne faut pas se décourager. Ça peut être des dossiers assez lourds à monter. Après, en termes de fonctionnement, c'est quand même moins lourd que d'autres dossiers européens type H2020, donc ça vaut quand même le coup. C'est des projets qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse. Et puis, il ne faut pas non plus se laisser aveugler par les paillettes et choisir des partenaires
plus pour leur renommée que pour leur investissement réel ou leur engagement dans le projet. Il faut vraiment choisir vos partenaires parce qu'ils ont envie d'aller avec vous dans ce projet-là et pas juste pour avoir un joli nom sur le partenariat, quoi. J'essaye d'aller vite, ça c'est peut-être quelque chose qui va moins vous passionner, c'est les résultats du projet. Donc tout ça pour vous dire que voilà, aujourd'hui on a vous avez une image là, un jeu vidéo de ferme auquel vous êtes invité à jouer si ça vous intéresse. On peut modifier une centaine de pratiques agricoles sur une exploitation agricole de polyculture élevage. On a une interface, vous voyez, qui est assez simple et intuitive. On clique sur les petites bulles blanches là et puis on peut modifier les pratiques agricoles de l'exploitation pour la faire évoluer vers l'agroécologie. On a aussi possibilité de créer des scénarios personnalisés, ce qui permet d'avoir une multitude d'utilisations pédagogiques du jeu. Et puis, on a testé le jeu lors de ce qu'on a appelé un intensive programme. C'est pas tout à fait ça. Attendez, je dois m'arrêter 30 secondes. Vous me donnez encore 30 secondes? Merci. Oui, excusez-moi. Donc, on a fait une semaine de formation d'étudiants dans le cadre de ce projet où on a déplacé 51 étudiants. Il y a une erreur, c'est 51, pas 52. Et où on a pu vérifier l'intérêt pédagogique du jeu en leur faisant un test avant, un test après avoir joué, et où on a bien vu qu'ils avaient appris des choses en jouant au jeu. Et puis, dans des sessions de formation qu'on a faites assez récemment auprès d'enseignants, on a bien senti l'intérêt que pouvait représenter le jeu en termes pédagogiques. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je vous ai mis le petit lien ici, je vous laisserai le diaporama à disposition si vous voulez jouer au jeu. Merci de votre attention. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation très complète sur ce partenariat stratégique très intéressant. Je rappelle aux participants que s'ils souhaitent vous poser des questions, ils peuvent le faire à travers l'outil QR qu'ils trouvent au bas de l'écran et puis on fera un temps d'échange à la fin de l'atelier. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je vais désormais repartager mon écran. Alors, juste un instant. Ça ne veut pas. Un petit souci technique. Voilà. Donc, maintenant, nous allons parler des activités Jean Monnet. Donc, juste pour vous remémorer les choses par rapport à l'architecture d'Erasmus+, pardon. Donc, les activités Jean Monnet, c'est un programme transversal. Il n'est pas dans les actions inclus dans une action clé. C'est normal parce que les activités Jean Monnet ont une logique qui est un peu propre, particulière, mais très intéressante. Je parlerai avec précaution de nouveau parce que le guide Erasmus+ n'est pas encore paru. On sait que les activités Jean Monnet vont être reconduites dans le nouveau programme, mais on n'a pas encore toutes les informations techniques. L'objectif général de ces activités Jean Monnet, c'est de stimuler l'enseignement et la recherche sur l'Union européenne et l'intégration des disciplines européennes dans les universités du monde entier, dans toutes les disciplines. Donc, c'est un appel mondial. Vous trouvez des activités Jean Monnet à peu près partout dans le monde. Ça signifie que c'est effectivement un appel assez concurrentiel, mais d'une part, c'est quand même assez spécifique. Et d'autre part, quand les Français déposent des dossiers Erasmus+, Jean Monnet, ils obtiennent de très bons résultats. Vous voyez qu'il y a 3 grands volets d'activité. On peut déposer des modules, des chaires et des centres d'excellence Jean Monnet pour stimuler l'enseignement et la recherche dans le domaine des études européennes.
On peut également déposer des projets de réseau Jean Monnet ou de projet Jean Monnet pour renforcer le débat politique avec le monde universitaire. Et enfin, troisième volet, celui-là, il est très particulier, c'est le soutien aux associations. Alors tout de suite, une précaution, quand on parle du soutien aux associations, il s'agit d'associations qui sont vraiment dirigées vers l'intégration européenne. Des associations très spécifiques. Et donc, ce n'est pas ouvert à tout type d'association. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que les appels concernant les modules, les chaires et les centres d'excellence Jean Monnet vont être réouverts, ouverts dès 2021. Pour les autres, il faut attendre l'apparition du guide Erasmus+, mais je ne pense pas que ça soit ouvert dès 2021. Juste un petit focus sur les modules et les chaires, puisqu'on va entendre tout de suite le témoignage de Simona Nicolescu, qui est titulaire d'une chaire. Les modules, ce sont des projets qui permettent de faire chaque année 40 heures d'enseignement sur l'intégration européenne au sens large du terme, et qui peuvent être faits par différents enseignants-chercheurs au sein d'une université. Vous pouvez faire même venir des collègues pour enseigner dans ce module. Et jusqu'à présent, le budget était de 50 000 €. Donc, quelque chose d'assez souple si vous voulez commencer un projet Erasmus Jean Monnet. Ensuite, vous avez les chaires, dont vous nous parlez plus précisément, Simona. Pour pouvoir postuler à une chaire Jean Monnet, il faut, d'après le guide jusqu'à présent, nous disait-on, être professeur. Alors, dans les faits, c'est un peu modulable puisque très souvent, des maîtres de conférences aussi ont candidaté et obtenu des chaires. Ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir obtenir une chaire, il fallait 90 heures d'enseignement par an sur l'intégration européenne, là aussi entendu au sens large du terme. Et je crois que cela est maintenu pour la prochaine programmation également. Cette chaire, elle vous permet à la fois, et c'est ça qui est intéressant, d'allier enseignement et recherche. Parce qu'en plus de ces 90 heures d'enseignement sur l'intégration européenne, vous devez mener des activités. Et une activité possible, c'est l'activité de recherche en lien avec le thème de votre chaire. Donc, Simona Nicolescu va nous exposer un peu plus ce qu'est une chaire Jean Monnet à travers son expérience qui est propre, puisqu'elle est titulaire d'une chaire Jean Monnet depuis 3 ans maintenant. Donc, je vais lui laisser la parole. Simona. Oui, et je mets la caméra. Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Simona Nicolescu et donc maître de conférence HDR à l'Université de Bretagne occidentale, à l'UIM, et membre du laboratoire LUTG Brest. Alors, je vais vous parler de cette chaire qui focalise sur la télédétection du littoral et des zones côtières dans un terme assez général, donc sur la mer, mais notamment sur les zones côtières. Et donc, cette chaire a commencé en 2018 et normalement, elle va terminer donc son activité en septembre 2021, mais j'ai obtenu une dérogation jusqu'à la fin de l'année, décembre 2021, vu un peu le cadre tout à fait spécial de cette année sur la COVID-19. Et donc, il y a une conférence qui est prévue à la fin de l'année, décembre 2021, à Saint-Malo, sur le sujet, bien sûr, de la chaire. Alors, le moment, comment j'ai appris de ce type de projet, donc j'avoue qu'en 2018, je ne savais rien sur ces chaires et de l'existence de ces chaires européennes. Et donc, c'est grâce à une réunion donc à l'UPO où notre collègue qui travaillait à la direction... Delphine. Oui. Delphine. Delphine qui travaillait donc à la direction
international de l'université qui nous a expliqué de l'existence de cette possibilité de travailler donc, dans un cadre européen. Et donc, après, j'ai eu quelques réunions avec elle de travail et au mois de décembre 2017, donc, j'ai participé à une conférence, à une réunion de travail à Paris où Mathilde était présente et nous a expliqué un peu plus. Et c'est là que j'ai eu le déclic pour commencer à travailler sur le dépôt de ce type de projet. Je reviendrai sur ce point sur la diapo où il y a les questions sur le montage du projet. Alors, les objectifs, donc voilà, donc les objectifs du projet, donc les partenaires. Alors, tout d'abord, c'était de sensibiliser les étudiants de l'Université de Bretagne occidentale sur l'existence de cette nouvelle possibilité de travailler sur des images satellites donc fournies par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne pour la première fois d'une manière libre, free, donc avec la plateforme Copernicus, et de les faire travailler et profiter de cette nouvelle possibilité. Et donc, pour avoir une image sur le nombre, l'effectif des étudiants qui ont bénéficié de ces cours, donc une cinquantaine, 60 étudiants en licence et une vingtaine en master et GEL de l'UIM. Le volume horaire de ces cours, donc à partir de 2018, c'était 50 heures à peu près en licence et une quarantaine en master. Donc exactement les 90 heures demandées par ce type de projet. Ensuite, un autre objectif très important, c'était de créer une certaine synergie, une certaine dynamique au niveau de l'UIM, donc entre plusieurs chercheurs de différents domaines de recherche scientifique, donc pour les faire avancer cette idée et les faire travailler, les familiariser avec ces nouveaux types de données, les données et satellites Sentinelle, donc lancés en 2014 et ensuite en 2016 par l'Europe. Et ensuite, donc, la chaire, comme on a bien entendu avant le propos donc, de Hélène, donc, effectivement, ces chaires se proposent de travailler donc, dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans la recherche. Et donc, j'avais aussi un objectif, et je l'ai toujours, donc, un objectif de développer une expertise spatiale sur la mer et le littoral, en créant, s'il est possible, un pôle d'excellence dans le cadre de ce réseau de recherche Chamonix. Alors, c'est vrai que dans le cadre spécifique, un peu avec la Covid, je n'ai pas pu faire toutes les réunions et toutes les échanges en direct que j'aurais souhaité. Donc, mais cette conférence, mais j'espère qu'elle pourra être organisée à la fin de l'année, s'il est possible, en présentiel. Et donc, il y a déjà un comité scientifique de plus de 10 pays, 15 pays qui ont manifesté leur intérêt d'être impliqués dans cette conférence de la fin de l'année. Et ensuite, un quatrième objectif, c'était donc de favoriser la compréhension par un large public. Et ici, j'ai impliqué les collectivités locales de Brest, donc pour mieux les faire comprendre des atouts et de l'importance de ces données spatiales gratuites européennes sur la mer et le littoral. Donc, toujours les 4 objectifs sont orientés, se concentrent sur la question du littoral et sur la mer et les zones côtières plus précisément. Voilà les objectifs et en même temps ce que j'ai pu réaliser ces 3 années en tenant compte que cette année c'est la dernière année et on peut continuer avec la prochaine. Voilà.
les partenaires de la chaire. Alors, il y a 2 partenaires qui ont été privilégiés parce qu'on a travaillé dès les débuts, dès le moment du dépôt du projet. C'est Ifremer Brest, et donc j'ai eu un collègue qui a fait des cours tous les années travaillant les étudiants sur les applications sur la mer de l'Ifremer, de ces applications sur la couleur de la mer, par exemple, plus précisément, et le CLS Brest qui a travaillé avec les étudiants sur un volet plutôt orienté radar, application des images radar européennes sur la mer et le littoral. Ensuite, j'ai affiché ici une petite liste de partenaires qui sont des collaborateurs, en fait, et qui ont manifesté leur intérêt d'être inclus dans le comité scientifique de la conférence qui aura lieu à la fin de l'année. Et donc, avec un bon ancrage régional et local, ITM Atlantique, École navale IRENAV avec leur laboratoire qui travaille sur les images satellites, GIS Bretel, donc le groupement d'intérêt pour des expertises en télédétection, Polyimage de l'UM, dont je fais partie. Ensuite, de Dinar, un laboratoire qui travaille bien sûr sur la mer et le littoral. Et un partenaire avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans toute cette période, c'est l'Université de Californie, Santa Barbara, très orienté, très centré sur la mer et le littoral et qui travaille sur des images satellites européennes. Donc, la chaire a eu aussi un objectif, cette ouverture au-delà des frontières de l'Europe, de travailler avec des partenaires du monde entier qui s'intéressent aux images satellites européennes et à la politique spatiale européenne. Ensuite, avec l'Italie, un partenaire avec lequel je travaille beaucoup, ISPRA, qui se concentre sur des applications sur la façade côtière du delta du Pô. Université de Haïfa, Israël, qui travaille aussi sur les zones côtières, beaucoup sur le centre scientifique, l'équivalent du CNES et du CNRS français, donc en Afrique du Sud, de Pretoria et de Cape Town, avec l'école polytechnique de Bucarest et avec l'université de Jena en Allemagne qui travaille sur les zones côtières, les zones humides côtières. Et ensuite, bien sûr, un partenaire du Japon qui est très spécialisé sur les applications modernes en intelligence artificielle sur les zones côtières. Donc, ce sont quelques exemples. La liste n'est pas exhaustive, mais plusieurs partenaires ont manifesté leur intérêt donc, pour travailler sur des données européennes et d'échanger dans le cadre de cette chaire. On peut continuer avec la prochaine. Alors, quels sont les impacts attendus à plusieurs échelles, donc proposés par Hélène dans cette diapo, sur cette diapo? À l'échelle de l'établissement, donc c'est clair qu'on attend une meilleure connaissance des enjeux liés à l'utilisation des données satellitaires européennes et des nouvelles technologies européennes sur la mer et le littoral de la communauté universitaire. Et ici, donc, j'inclus les étudiants, les collègues de l'UM, de l'UBU, et je pense que j'ai eu une bonne entente, un bon échange avec cette communauté. Donc, sur le lien de la chaire, donc un site internet a été construit et proposé dès le début de la chaire, et donc il est mentionné sur la première diapo qu'on a vue tout à l'heure, et donc vous pouvez trouver tous les détails sur ces échanges et sur les activités que j'ai pu organiser dans le cadre de la chaire sur les 3 ans. À l'échelle du consortium, c'est un excellent réseau de collaboration entre les partenaires, je peux apprécier, vraiment excellent. À l'échelle du projet, donc j'ai réussi à établir un échange permanent et constructif entre les partenaires sur différents sujets sur le littoral et la mer.
Et sur l'espace européen de la recherche, ici, l'objectif essentiel, c'était de renforcer l'expertise spatiale sur la mer et le littoral en créant un pôle d'excellence, s'il est possible. Donc, c'est pas facile. Donc, on sait tous quelles sont les difficultés. Et puis, il faut plusieurs années, plus que 3 ans, pour créer un pôle d'excellence. Et il faut se projeter sur plusieurs types de projets, plusieurs types de financement, et ainsi de suite. Alors, les impacts attendus aussi, c'est d'autres collaborations. Et donc, j'ai déposé dans le cadre avec les partenaires et avec le réseau que j'ai pu créer dans le cadre de cette chaire, d'autres projets, un projet biodivers avec l'Allemagne, avec l'Espagne et la Roumanie, et donc un autre projet H2020 que j'ai déposé là au mois de janvier avec encore d'autres partenaires que j'ai pu constituer dans le cadre de la chaire. Donc, il y a une continuité et donc c'est un bon pas et un bon début dans le travail si on veut se proposer de faire un réseau international, un réseau européen, c'est un bon début, c'est une bonne solution. On peut continuer. Merci. Comment ce projet a-t-il été monté? Alors, comme je l'ai dit dès le début, donc je ne connaissais pas grand-chose sur les chaires et sur ce type de projet. C'est par des réunions un peu à l'UBO et ensuite j'ai participé en décembre 2017 à une réunion de présentation à Paris, très utile, très bien organisé, on va dire, du point de vue que toutes les informations étaient accessibles. Et donc, on peut tout de suite se rendre compte si on est capable ou pas, si on a du matériel. C'est ça, quand je dis capable, est-ce qu'on a du matériel pour faire une telle chaire ou pas. Et je suis partie à Paris pour faire, donc, c'était pas une chaire, donc un autre type de jamonie. Et à Paris, j'ai eu le déclic, mais quand même, j'ai tous les points pour faire une chaire et je vais proposer une chaire. Et je l'ai eu de la première année, donc 2018, c'était la première fois que j'ai déposé ce projet et je l'ai eu du premier coup. J'ai travaillé à partir du mois de janvier 2018 jusqu'au 15 février, en tenant compte que j'avais des cours, des réunions et d'autres obligations en même temps, donc à peu près 3 ou 4 heures par jour, donc avec un soutien permanent de la part de Delphine Nuth pour la construction du projet, la relecture des conseils, donc un échange très, très utile. Je n'ai pas eu de financement, aucun financement pour le montage du projet. Les points forts, donc pour le montage, on parle, n'est-ce pas? Donc, on parle pour le montage. Les points forts, c'était vraiment un soutien permanent de la part de Delphine Nuth, plusieurs réunions de travail, un échange permanent par mail. Les points faibles, je n'ai pas de points faibles. J'ai travaillé 1 mois et demi, j'ai déposé, je l'ai eu, donc il n'y a pas de points faibles. Quelle amélioration possible? Amélioration pour le montage, je ne sais pas, c'est bien passé, donc je n'ai pas de propositions concrètes pour voir des améliorations. Pour moi, c'est bien passé. D'autres opportunités, oui, j'ai déposé 2 projets dans le cadre de réseaux créés par cette chaire, Biodiversa et H2020, donc des gros projets, donc très intéressants et très, ça a bien marché aussi le montage pour ces projets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être sensibiliser un peu plus les directeurs de laboratoire pour ce type d'activité,
pour qu'il veille que ces actions, cette activité, ce projet soit bien mentionné dans les rapports d'auto-évaluation, par exemple. On est en plein dedans maintenant. Et aussi de veiller que le volume horaire de ces cours qui ont constitué une chaire qui continue même après après que la période proposée pour la chaire. Et ne pas faire, selon vous, je n'aurai pas de conseils exactement sur ce point. Est-ce qu'on a encore des... Je ne me rappelle plus si c'est la dernière. OK, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai répondu aux questions proposées par le diapo. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Anne-Sophie. On reviendra vers vous pour les questions après. Anne-Sophie? D'accord. Oui, bonjour. Merci Hélène et merci à Simona et à Olivier pour leur témoignage. Vous avez déjà un petit peu dit ce que je vais redire maintenant. C'est effectivement qu'il y a des soutiens qui sont disponibles pour vous aider lorsque vous essayez de construire vos projets. Donc n'hésitez pas à solliciter les services relations internationales de vos établissements qui sont bien au fait des possibilités qui existent dans ces programmes Erasmus et en particulier qui diffusent des informations qui sont liées aux mobilités qui sont ouvertes ou au Staff Week. Désolée, j'ai un petit souci. Je vois ça, c'est pas grave. Ou au Staff Week qui sont proposés par l'établissement ou aussi par des établissements partenaires. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter vos services relations internationales. Vous pouvez également contacter la plateforme Projet Européen. Bien entendu, en fonction de votre profil, du type de projet, on vous orientera vers le bon contact. Donc voilà, n'hésitez pas. Et comme on a parlé un petit peu, Olivier Godino, tout à l'heure, il existe un financement du Conseil régional de Bretagne qui vous permet d'avoir un soutien au montage de votre projet. Donc il y a plusieurs volets qui existent. Voilà, Hélène a réussi à afficher la diapo correspondante. Donc, il y a plusieurs volets, effectivement, un boost mobilité, donc là, qui est plutôt orienté sur de l'amorçage de projet. Donc, c'est une somme forfaitaire de 1 000 €, donc qui vous permet de construire votre projet, de potentiellement rencontrer des partenaires ou autres. Le boost coordination, là, qui est vraiment plus à viser des personnes qui souhaitent déposer des projets de type collaboratif, donc du programme Erasmus ou aussi d'autres programmes européens. Et là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment monter votre projet avec la visée d'un dépôt dans l'année. Les financements sont un petit peu plus conséquents et ça vous permet vraiment de monter votre projet dans de bonnes conditions. Le dernier volet, j'en parlerai pas parce qu'il n'est pas forcément pertinent ici. Ce qu'il faut voir, c'est que donc il y a différents volets, différents types de subventions. Et il y a plusieurs dates limites de dépôt de projet par an. Donc, si vous êtes intéressé par ce dispositif, n'hésitez pas à nous demander plus d'informations. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Gaëlle, est-ce que tu as vu des questions? Non, j'ai pas vu de questions. Il y avait effectivement cette question qui avait été posée à Olivier Godino, effectivement sur effectivement les suites qu'il souhaitait donner à son projet. En fait, donc j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas si monsieur... Ouais, je peux peut-être redire un mot. J'ai déjà un peu répondu par écrit, hein, mais je vais vous mettre ma caméra comme ça, vous me verrez même. Ouais, on a organisé en visio malheureusement notre dernière réunion des partenaires du projet en décembre dernier. Et un des aspects qu'on a discuté à cette dernière réunion, c'était justement les suites qu'on envisageait de donner au partenariat et au projet, enfin et au jeu sérieux qu'on a développé là. Donc il y a eu différentes propositions de sophistiquer plus le jeu, enfin voilà, pas mal de choses, de développer un MOOC autour du jeu. Finalement, on a retenu plutôt un aspect
développement de l'utilisation pédagogique du jeu avec certains des partenaires déjà engagés et puis sans doute d'autres, histoire de diffuser encore un peu plus l'outil. Et une des pistes qu'on envisage, alors j'ai oublié le nom depuis, je l'ai écrit dans ma réponse là, c'est la mobilité hybride proposée par Erasmus+, là, qui permet de faire des courtes mobilités avec des groupes d'étudiants et de développer des aspects pédagogiques à la fois à distance et en présentiel. Donc ça nous intéresse bien pour essayer de dynamiser l'outil et de développer un peu les contenus pédagogiques autour de l'outil qu'on a créé. Donc voilà, c'est une des suites envisagées. C'est pour l'instant encore à l'état de projet, enfin d'idée même, plus que de projet, mais on est assez motivés, plusieurs partenaires sont assez motivés pour continuer sur la bonne expérience du premier projet Erasmus+. Donc c'est vrai que c'est quand même assez positif en termes de partenariat. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question pour Simona. Votre réseau, il est vraiment impressionnant, et surtout quand vous nous dites que la liste que vous avez mise n'est pas exhaustive. Vous avez déjà un petit peu anticipé sur le leitmotiv des nouveaux programmes cadres, puisque vous avez, à partir du réseau que vous avez construit dans votre chaire, déposé un biodiversa et une réponse à un appel Green Deal. Est-ce que vous envisagez de continuer dans les projets Jean Monnet, parce qu'en regardant ce que vous faites, vous pourriez par exemple envisager un réseau Jean Monnet, ou est-ce que vraiment maintenant vous voulez aller plus sur la recherche? Pour le moment, j'ai pas réfléchi, mais pourquoi pas, ça peut être une idée. C'est toujours comme ça que j'ai commencé, donc en écoutant, en échangeant avec les gens qui connaissent plus sur ce type de projet. J'ai pas envisagé donc pour le moment, mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être une piste intéressante parce que le réseau, il est très bien sémé, donc il est très bien déjà ébauché. Et donc, pourquoi pas continuer sur ce genre d'activité parce que c'est bien passé. J'ai une bonne expérience avec les activités Jean Monnet. Donc, oui, ça pourrait être une piste, oui. Vous devez apparaître un petit peu à part, parce que votre chaire, elle est très originale. D'habitude, on entend beaucoup parler des chaires Jean Monnet en droit, en économie. Oui. Effectivement, oui, je pense que c'est justement cette idée de travailler sur les nouvelles données, les nouvelles technologies européennes qui a séduit le jury pour avoir le projet. Je pense que c'est un point fort du projet, cette originalité de l'idée du projet, oui. Oui, c'est les chaires Jean Monnet, effectivement, il y a beaucoup de juristes et d'économistes qui sont labellisés en quelque sorte chaires Jean Monnet, et ils cherchent vraiment à aller vers d'autres disciplines. Et effectivement, votre chaire, elle est très originale en ce sens-là. Anne-Sophie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, je note qu'il y a une question dans le chat par rapport à l'évaluation, et la question est de savoir comment sont évalués les projets. S'agit-il d'évaluation sous forme de points ou notes ou bien de remarques? Olivier Godino a commencé à répondre, il me semble. Je ne sais pas si Hélène, si tu veux... Je vais peut-être laisser Olivier répondre, s'il le souhaite. Alors moi ça commence à faire 3 ou 4 ans, hein, donc j'ai un souvenir un peu vague, mais peut-être que ma collègue Delphine en saura plus. De mémoire, c'était une note sur 100 qui était constituée en fait d'une somme de notes, hein. Il y avait je ne sais plus combien, 5 ou 6 gros critères qui étaient connus à l'avance, hein, qui étaient bien détaillés dans l'appel d'offres. Et donc, on était évalué sur, je crois, 5 fois 20 points ou quelque chose comme ça. Enfin, ça ressemblait à ça en tout cas. Et on avait donc sa note sur 20 pour chaque dimension importante du projet. Et ça faisait une note sur 100. Et si j'ai bien compris la sélection, en fait, c'est les projets qui ont la meilleure note sur 100 qui sont sélectionnés. Donc, nous, la première année, on a été rejeté, mais avec
90 sur 100 ou un truc comme ça, ou enfin peut-être un peu moins, mais une super note, quoi. Donc on s'est dit qu'on ne devait être pas très très loin d'être passé. On a regardé en fait la note du du dernier retenu qui était de 92 ou 93, c'est accessible, hein. Et donc on s'est dit que voilà, améliorer de 2 points la note avec les commentaires relativement constructifs qui avaient été donnés, ça paraissait faisable, quoi. Ça, c'est un point important quand on fait des projets européens. On peut connaître des échecs, mais on peut aussi rebondir effectivement grâce aux évaluations qui sont envoyées. Donc, ils évaluent la pertinence et aussi la faisabilité, la mise en œuvre du projet. Et on peut très, très souvent tirer parti d'une mauvaise évaluation en quelque sorte, puisqu'ils vont vous aider à vous améliorer en pointant ce qui ne va pas dans le projet, en pointant aussi ce qui va, mais aussi en pointant ce qui ne va pas, ce qui permet aussi, quand on redépose, comme vous le disiez tout à l'heure, de revoir un petit peu sa copie et puis d'améliorer les points sur lesquels on a eu des remarques. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on est arrivé au terme de cet atelier. Merci beaucoup à tous. Donc, normalement, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cet atelier et pour ceux qui en ligne. Et pour ceux qui se sont inscrits, nous vous retrouverons tout à l'heure pour l'atelier « Comment consolider vos collaborations internationales grâce à Erasmus+. » Merci spécialement à Olivier et Simona. Et merci aussi à Mathilde d'être intervenue en début d'atelier. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Merci beaucoup. Gaëlle. Au Au revoir. Au revoir.